on est exactement dans une espèce de configuration mondiale dans laquelle il y a l'Europe et les oppositions internes à Trump, et puis d'un côté, Trump avec un certain nombre de pays dont finalement il est plus proche par sa vision conservatrice des choses. Chers amis, bonjour, vous êtes sur Omerta, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien consacré à la géopolitique, en particulier à la situation en République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda, cette région qui s'embrase depuis maintenant des dizaines d'années. On va en parler aujourd'hui avec quelqu'un que vous connaissez bien, le célèbre géopolitologue et ami François Martin. Bonjour François. Bonjour. Alors, je rappelle à nos auditeurs que tu es patron d'émission chez Omerta. Ton émission s'appelle « La France dans le chaos du monde ». Oui. Ils peuvent retrouver dès maintenant les 2 premiers épisodes sur la chaîne YouTube et très bientôt, dans quelques jours, la publication du 3e épisode. C'est une émission très intéressante. Je vous conseille d'aller la regarder. Je vous conseille aussi, pour ceux qui souhaitent soutenir Omerta, de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur la situation en RDC, je vous conseille notre excellent magazine qui est présent en kiosque pendant encore quelques jours, Congo, silence, on tue, et le reportage, le grand documentaire de Régis Le Sommier réalisé sur place au Katanga et en Ituri, Congo, les mines de sang. Et ça, c'est disponible sur notre application mobile Omerta. Alors, François, souvent, ensemble, on parle d'Ukraine, mais tu connais aussi très bien la situation en Afrique, en particulier la situation en République démocratique du Congo. Oui. Cette situation, elle a évolué depuis l'arrivée de Donald Trump. La semaine dernière, il y a eu un accord signé à Washington entre les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi. On s'est dit que, bon an, mal an, la situation allait peut-être pouvoir se régler. Et puis, cette semaine, offensive des rebelles du M23 dans l'est du Congo. Ils arrivent aux portes du Katanga. L'armée burundaise est aussi engagée dans des combats qui sont extrêmement violents. Et je le disais, ça arrive moins d'une semaine après de cet accord avec Washington. Alors, est-ce que la reprise des combats, pour être très clair et très direct, elle était prévisible malgré l'accord ? Pour répondre à ta question maintenant, oui, c'est un scandale absolu, mais je ne suis en aucune façon étonné que ça reprenne. Après l'accord, ça t'a pas surpris ? Non, absolument pas. Je pensais que ça allait reprendre obligatoirement. Pourquoi ? Parce que, et là il faut revenir un peu à la généalogie de cette affaire, que je ne vais pas développer, parce que tu as la gentillesse de me proposer de mettre un article que j'ai publié en 2021 qui explique toute la jeunesse de l'opération, qui s'appelle « Rwanda et s'il y avait autre chose ». Oui, qui sera sur le site internet d'Omerta en accès libre. Le lien sera en description de la vidéo. Absolument. Et qui explique que, en fait, l'opération Zaïre et l'envahissement du Zaïre est en fait une opération américaine pilotée par le Rwanda, Kagame étant un agent de la CIA, qui a fait une partie de ses études aux États-Unis, à Fort Leavenworth au Kansas, si mes souvenirs sont exacts, qui a été formé par les Américains, comme Mobutu l'avait été précédemment d'ailleurs, avant de leur claquer dans les pattes, mais c'est la CIA et Mobutu qui ont organisé l'assassinat à l'époque de Patrick Lumumba, qui était considéré comme un agent des communistes. Oui, je précise pour ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas qu'aujourd'hui on parle de République démocratique du Congo, mais effectivement dans les années 90, quand la guerre démarre, c'est le Zaïre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc absolument. Toi, tu fais remonter l'origine de ce qui se passe aujourd'hui, finalement, aux années 90 et à la démarche rwandaise, soutenue par les anglo-saxons. Oui, absolument, parce que l'idée, c'était de piquer ça, en fait, aux Français. Et le Congo-Zaïre étant considéré comme... si tu regardes les frontières du Congo-Zaïre, le Congo-Zaïre a des frontières avec 8 pays. D'abord, il est gigantesque, il est bourré de ressources dans sa partie est.
Il est francophone. Il est francophone et donc les Américains ont toujours eu la nostalgie de Mobutu parce que Mobutu les a trahis pour faire sa propre politique et eux ils voulaient la main sur ce pays et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont finalement choisi Paul Kagame et ils ont passé un accord avec Paul Kagame, tout ça je le décris dans mon article, qui disait je vous donne donnez-moi le Zaïre et donnez-moi le Rwanda et moi je vous donne le Zaïre. Et l'idée c'était de pousser et de poursuivre les 2 millions de Hutus terrorisés par l'arrivée des troupes de Kagame lorsqu'il a pris le pouvoir, de les repousser à l'intérieur du Zaïre et de les poursuivre dans le Zaïre et de profiter de ça pour conquérir l'ensemble du Zaïre. Et je montre dans l'article, et j'en ai eu les preuves par des personnes du renseignement en France et par des hommes politiques, etc., que lorsque les troupes de Kagame donc, ont conquis le Zaïre, elles étaient appuyées, soutenues, financées, armées par les services américains et par les troupes américaines. Donc en fait, quand moi j'étais à Kinshasa le jour de la chute de Kisangani, tous les Quinois me disaient, c'est les Américains qui ont monté l'opération et qui sont derrière. J'ai dit, attendez, les Américains, ils sont en Amérique, là, on est à Kinshasa, qu'est-ce que vous me racontez? Et j'ai étudié ensuite le dossier, d'où mon article, et j'ai effectivement les preuves de ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est là que je veux arriver, où Trump essaye de passer un accord en disant, bon, ben finalement, on va tous tirer les fruits, on va faire la paix, on va tirer les fruits de cette affaire, les bénéfices. En fait, ça ne résout absolument pas le problème, parce que c'est comme si on avait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ressorti Hitler de son bunker et puis de ses troupes en disant, bah, finalement, on va faire un accord, on va mettre les banques, on va tout reconstruire, et puis on va tous se faire de l'argent avec ça. Mais attends, et Nuremberg dans tout ça où sont les fautifs là-dedans? Qui a pillé dans tout ça? Et pendant 20 ans, nous avons contribué au pillage des ressources du Zaïre, les ressources du Zaïre étant vendues par le Rwanda qui a vendu des terres rares pendant 20 ans alors qu'il n'en possède pas. Oui. Alors, et nous avons accepté ça pendant 20 ans en fermant les yeux en disant on va au Rwanda, tout le monde allait voir Kagame, etc., en disant vends-nous des terres rares, etc., etc., alors qu'on savait parfaitement que c'était le fruit d'un pillage éhonté organisé par les États-Unis. Donc ce que je veux dire, et je vais juste terminer là-dessus, c'est que Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait une occasion en or, c'est-à-dire d'aller chercher Kagame, qui est l'organisateur de ce truc-là, et d'aller chercher ses commanditaires au sein du deep state américain qui ont monté l'opération, etc., et de faire une opération de manipulité, comme on dit en italien, de main propre, et voilà. Et puis de faire la paix avec la justice. Et à ce moment-là, la logique des choses voulait que ce soit le Congo-Zaïre qui reprenne la responsabilité de ses ressources, éventuellement protégé par une force de l'ONU, qu'on foute les Rwandais dehors, là où ils doivent être, dans leur pays, et que ces ressources profitent au Zaïre et à son développement. Or, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a essayé de cacher les choses parce que là aussi, Trump, comme dans un certain nombre de cas, il n'a pas eu le courage de mettre le fer dans la plaie et de dire, bon, allons chercher d'abord les responsables. Alors et Kagame en premier, évidemment. Justement, quand on dit que Paul Kagame est l'homme des Américains, on peut aussi préciser que c'est en particulier l'homme des réseaux démocrates, l'homme des Anglais, et l'homme en France des réseaux qu'on connaît bien, et dont on a souvent parlé. Quand on regarde les lobbyistes du Rwanda depuis 30 ans, on retrouve toujours les mêmes, Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy, etc. Bien sûr, bien sûr. Qui ont été fustigés par ce journaliste écrivain qui a écrit... Pierre Péan, absolument. Pierre Péan, qui a écrit un livre sur Kouchner, etc. Ah oui, oui, à qui on rend hommage d'ailleurs dans le magazine. Et d'ailleurs encore... fait la pluie et le beau temps au sein de la télévision, ouais. etc., etc. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, justement, c'est qu'on voit que Donald Trump, il a envie, pour parler directement, il a envie de se payer les démocrates. Hein. Il va les chercher à la petite cuillère, etc. Oui, mais là... Pourquoi, sur cette affaire rwandaise,
Kagame est un homme des démocrates depuis 30 ans. Pourquoi c'était l'occasion en or, justement, de régler ses comptes avec les réseaux démocrates en Afrique. Il a aussi, évidemment, quand on regarde la carte, tu parlais des ressources de la RDC, il a économiquement, financièrement, tout à gagner à soutenir la RDC. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas été plus fort finalement avec Kagame ? On a l'impression qu'il a cherché à le ménager, on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, je pense que ça, c'est la vraie question, c'est celle qu'il faut se poser. Et si on répond à cette question, on répond à la question de savoir comment ça se fait que ça reprend, que les combats reprennent. On comprend très bien que les combats reprennent parce qu'entre le tueur et le tué, on a essayé de faire un accord entre les deux. Alors le tueur, il a dit ok, très bien, et puis une semaine après, il a recommencé à tuer. Donc c'est l'évidence. Alors pourquoi est-ce que Trump n'y a pas été ? Ben, peut-être que dans les réseaux en question, il n'y a pas que des démocrates en fait, mais il y a des banquiers qui sont là-dedans et que, comme l'affaire Epstein, il n'ose pas pousser le bouchon jusqu'au bout parce qu'il y a des copains à lui qui sont mouillés. Je suis obligé de me poser cette question puisque dès qu'on a commencé à en parler et que Trump est arrivé, tu te souviens qu'on en avait parlé, je te dis, c'est la grosse affaire du siècle. Avant même que vous alliez sur place, je t'ai dit, pour moi, c'est la grosse affaire du siècle. Tu m'as dit, pourquoi ? Je t'ai dit, à cause du nombre de morts. Parce que 10 millions de morts, c'est insupportable. Donc, on va forcément y arriver. Mais moi, je m'attendais à une démarche type Nuremberg. Et là, on est au-delà de Gaza, on est au-delà de l'Ukraine, on est vraiment... Et on en parle... Il y a un traitement médiatique qui est quasiment inexistant. Qui est inexistant. Il y a une omerta, on va dire le mot, qui dure là-dessus depuis 25 ans parce que tout le monde s'est mis, tout l'Occident si vertueux s'est mis de l'argent dans les poches sur le dos des Congolais, des enfants, de tous ceux que Régis a été voir sur place, rentrant dans les trous et se recevant les trous sur la tête, etc. etc. Dans les mines, oui. Dans les mines, ça fait 25 ans qu'on les pille, ces pauvres gens. 25 ans qu'on les pille, qu'on les viole, qu'on les massacre, Qui etc. sont massacrés, oui. Voilà, donc à un moment donné, il faut sortir de là et dire justice, quoi. Justice, justice, voilà. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, il y aura une résurgence, puisqu'on laisse les pilleurs et les tueurs vivants, libres et partie prenante d'un nouveau deal où on dit aux gens qui ont été massacrés, attendez, on va vous donner qu'une partie de ce qui vous revient parce que l'autre, c'est pour calmer ceux qui vous ont pillé. Ça ne marchera pas. Est-ce que Donald Trump a été naïf ? Parce qu'on voit que dans cet accord, bon, il n'y a pas de mesures contraignantes, mais enfin, il y a quand même un volet d'intégration économique régionale, il y a l'instauration d'un cessez-le-feu, il y a un accord avec les deux pays et les États-Unis sur l'exploitation de minerais stratégiques, etc. Et puis malgré tout, les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, repassent à l'attaque moins d'une semaine après. C'est une humiliation pour Donald Trump. Ben, complètement, c'est une humiliation, puis c'est surtout un déni de vérité et un déni de justice. Tu ne construis pas le business sur l'injustice manifeste. Ça, pour moi, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que si tu veux, ça veut dire que si tu veux faire du business sans avoir pris au moins un certain nombre, si on ne veut pas aller attraper Kagame parce qu'il représente quelque part une puissance, un pays qui se développe, etc. Ou parce qu'il a les dossiers. Bien sûr, au moins qu'on aille chercher un certain nombre de commanditaires, si tu veux, mais si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu justifies l'impunité des tueurs quelque part. Donc, pourquoi vont-ils s'arrêter ? Ils vont même faire pire à ce moment-là, c'est-à-dire, ils vont faire ce que tu m'as dit avant l'émission, c'est-à-dire consolider leur pouvoir sur place, organiser l'administration après. Bon, donc, si on est là, si on est en danger, on va verrouiller. C'est ce qu'ils font. La faiblesse de l'accord aussi, c'est qu'il il n'est pas contraignant finalement. À tel point que le M23 et l'armée rwandaise repassent à l'attaque immédiatement. Ben bien sûr, on ne leur a pas fait peur. Tant que tu ne fais pas peur, tant que tu ne vas pas chercher un certain nombre de gens, les chefs du L23, aujourd'hui, ils ne se disent pas, attends, si je fais le con, on va venir m'attraper, puis on va me juger, puis on va me mettre perpète. Oui, alors une des explications possibles, c'est que Donald Trump, finalement, a été naïf, mais ce que ça montre aussi peut-être, tu vas nous le dire, tu vas nous dire ce que tu en penses, c'est que
l'intérêt du Rwanda du point de vue de Paul Kagame, finalement, c'est la guerre. Alors, d'abord, Paul Kagame se sent très protégé par 20 ans d'impunité de toute la communauté internationale occidentale, je dirais. Voilà, d'abord. Donc ça compte pour lui. Ensuite, ce que les gens ne savent pas, c'est que les réseaux rwandais, en particulier par les femmes d'ailleurs, sont extrêmement importants aux États-Unis. Il y a une diaspora rwandaise qui est très bien placée et qui est très puissante aux États-Unis et qui a un gros pouvoir d'influence chez les démocrates. Ensuite, Trump a déjà sur le dos un certain nombre d'affaires lourdes, très lourdes, l'Ukraine et le Moyen-Orient, dont il avait dit qu'il réglerait ça très vite, pas en 24 heures, mais très vite. En fait, c'est plus compliqué parce qu'il avait sous-estimé son opposition interne. Il a en plus les problèmes relatifs à l'État profond aujourd'hui, l'affaire Epstein, le Russiagate, etc., etc. Il a le Venezuela. Il a le Venezuela en plus qui s'est mis. Marjorie Taylor Greene et les MAGA lui disent « Mon gars, arrête de t'occuper du monde, d'éteindre le feu dans le monde, viens de t'occuper des Américains », ce qui n'est pas faux. Donc, il a peut-être hésité à mettre véritablement les moyens pour s'occuper de cette affaire qui est énorme. Les moyens, c'est la pression sur Kagame. La pression sur Kagame, et puis aller chercher les responsables, aller les attraper à la CIA et ailleurs, tous ceux qui ont monté l'opération que j'ai décrit dans mon article depuis le départ, et ceux qui ont pillé ce pauvre pays pendant 20 ans. Et nous y avons participé, puisque à l'époque de Sarkozy, etc., alors dès qu'on avait un problème en Afrique centrale, la première chose qu'on allait faire, c'est voir Kagame. Enfin, je veux dire, Kagame, le Rwanda, c'est un petit pays. Donc je pense que Trump, le connaissant ou croyant le connaître un peu, je pense que c'est partie remise. C'est-à-dire ? C'est partie remise. Je pense qu'ils vont revenir dessus à un moment donné, lorsque le Moyen-Orient sera... lorsque le problème ukrainien sera éteint l'année prochaine, je pense que ce sera le cas. Ils ne peuvent pas laisser mettre la couverture sur un truc aussi gros, c'est pas possible. Surtout là, je dirais c'est une humiliation publique, parce que le Rwanda ne respecte pas l'accord vis-à-vis de Trump, c'est quand même... ça doit appeler finalement une réponse. Même si on sait que Trump est contre l'envoi de soldats américains, mais je dirais ça appelle quand même à une réponse beaucoup plus ferme sur Kagame. D'ailleurs, il en est capable. On l'a vu sur l'Iran, on l'a vu avec Zelensky, on l'a vu. Il est capable d'être ferme quand il veut. Alors, à son crédit, on peut dire que c'est pas facile à traiter non plus, parce que si tu veux, il faut une force de supplétif pour aller contrer ces bandes de pillards et de violeurs sur place. Et aujourd'hui, le Zaïre n'en a pas, puisqu'en fait, les accords qui ont été faits à la fin de la Deuxième Guerre du Congo, que je cite dans mon article, les accords de Lusaka, de Gbadolit, de Sun City, etc., il y en a 4 ou 5, ils ont entériné la partition du Zaïre, du Congo-Zaïre, pour que cette partie-là soit exploitée par les pillards de l'extérieur. Donc, il est aujourd'hui... de qui dispose-t-il pour aller faire la loi à l'intérieur de cet immense système où il y a les mafias, je crois que les Chinois ils y sont, les Israéliens y sont aussi, puisqu'il y a une communauté au Congo-Zaïre israélienne qui est très importante. Moi, j'avais des clients qui étaient des Israéliens là-bas, donc c'est pas facile à traiter. Mais avant même de le traiter matériellement et militairement, et avec l'ONU, avec lequel il n'est pas véritablement réconcilié pour l'instant, parce qu'il faut passer par l'ONU, il faut déjà dire la vérité. Voilà. Et moi, j'aimerais que cette thèse, qui est celle que je défends, que tous les vrais spécialistes connaissent, elle soit déjà
discuté dans les médias, sur la table, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une telle omerta depuis si longtemps là-dessus que faire sortir la vérité derrière des tonnes de mensonges, c'est pas évident. Il est intéressant le dossier du Rwanda et de la RDC parce qu'on voit une similitude avec le dossier ukrainien. On voit que Paul Kagame, dans son arrogance et finalement dans la résistance qu'il oppose à Donald Trump, tout ça est possible parce qu'il a le soutien de l'Union européenne et le soutien d'Emmanuel Macron. Et le soutien des démocrates américains derrière le dos de Trump qui attendent qu'il se casse la figure pour prendre sa place. Il y a 1 milliard d'euros qui ont été accordés par l'Union européenne au Rwanda il y a une semaine. On voit que Emmanuel Macron officiellement essaie de maintenir un peu un équilibre, mais on voit qu'il est complètement intoxiqué par les réseaux rwandais. Quel est justement bien qu'on n'en sache pas grand-chose, parce que tout ça est fait vraiment de manière quasi officieuse, quel est le rôle aujourd'hui joué par ces réseaux démocrates, ces réseaux européens et Emmanuel Macron dans le soutien au Rwanda, à quel point ça lui donne finalement cette impunité et la liberté de faire ce qu'il veut? Oui, alors moi je crois que là aussi, Kagame joue sur une espèce de guerre mondiale, en fait, qui est rien d'autre qu'une guerre mondiale, qui n'est pas une guerre entre les Américains et les Russes, contrairement à ce qu'on pense, puisque les derniers développements prouvent ce que j'appelle la différenciation entre la négociation des bâtons et la négociation des carottes. Dans les carottes, c'est les Russes et les Américains qui s'entendent parfaitement autour de Kirill Dmitriev en particulier pour préparer tous les contrats de façon à convaincre les financiers américains qui sont aussi bien derrière les démocrates que derrière les républicains que les bénéfices de la paix seront au moins aussi importants, si ce n'est plus, que les bénéfices de la guerre. Donc il sert de ça. Mais il y a une véritable guerre entre Trump d'un côté et les Américains, je dirais, conservateurs, et entre guillemets, je vais dire, les révolutionnaires conservateurs qui sont en train d'essayer de prendre le pouvoir aux États-Unis, et quelque part, les progressistes européens avec les progressistes américains qui espèrent et qui font tout pour que Trump s'empêtre dans ces guerres, etc., finalement il divorce de son mouvement MAGA et qu'ensuite il soit chassé du pouvoir et que ça soit les démocrates qui reviennent. Donc cette stratégie que tu décris, qui serait celle de Macron et de l'Europe sur le Rwanda-Zaïre, me semble absolument en ligne avec cette stratégie générale consistant à mettre des pots de banane, des savons de Marseille, tout ce qu'on peut à Trump, jusqu'à ce qu'il se casse la figure. On est exactement dans une espèce de configuration mondiale dans laquelle il y a l'Europe et les oppositions internes à Trump, et puis d'un côté, Trump avec un certain nombre de pays dont finalement il est plus proche par sa vision conservatrice des choses. Donc c'est absolument dans la logique des choses. Moi, si j'étais à la place de Macron, dans la situation dans laquelle est Macron et dans laquelle est l'Europe, je ferais exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire soutenir le Rwanda pour embêter Trump dans une certaine façon. Et Trump, lui, doit un peu hésiter en se disant, est-ce que j'avale cet énorme dossier maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu que les choses se calment par ailleurs, mais ça va revenir, ça me paraît obligatoire. Ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que la position d'Emmanuel Macron sur le dossier du Rwanda ou de la République démocratique du Congo... Elle est dictée par une configuration internationale. Oui, mais pas par l'intérêt de la France. Parce que l'intérêt de la France, il est, on va dire les choses clairement, on a un pays, le Congo RDC, 140 millions d'habitants francophones, francophiles, il n'y a pas de contentieux avec la colonisation, parce que c'est une colonie belge, il y a des ressources, il y a des projets à développer, il est tout à fait central dans la région. Si la boussole du président français était vraiment les intérêts de notre pays, on devrait se tourner et s'engager avec la RDC. Que pèse le Rwanda dans l'équation des intérêts français? Et en plus, c'est le Rwanda qui vend des ressources de terres rares qu'il ne produit pas.
Donc, s'il y a quelque chose qui prouve bien que c'est lui qui est l'organisateur du pillage de son voisin, enfin, on ne peut pas en même temps dire qu'on défend les valeurs démocratiques, etc., et puis d'être les partenaires et les co-organisateurs d'une opération aussi dégoûtante, je vais dire. C'est ça qui est le plus choquant dans cette affaire, je trouve. On voit que même dans la sphère médiatique, l'Ukraine, les bombardements, etc., c'est chaque jour quelques dizaines de morts, etc. C'est des morts en trop, évidemment. Mais là, tu l'as rappelé tout à l'heure, la RDC, l'Est de la RDC, la région du Kivu, cette région martyre, c'est 10 millions de morts. Et Voilà, là encore, quand Régis y était, voilà. 47 morts dans une église, Voilà. assassinés. Maintenant, il y a des groupes djihadistes venus d'Ouganda, aussi pilotés de l'extérieur par le voisin. Voilà. On est quand même sur des chiffres qui n'ont rien à voir. Et pourtant, on n'a pas la même indignation. Voilà, Comment ça. tu l'expliques ? D'abord parce que l'Afrique ne nous indigne pas comme elle devrait le faire. Moi, je le ressens très fort parce que d'abord, quelque part, mon cœur est là puisque j'y suis né. Et puis j'y ai voyagé pendant 40 ans. Et puis, si tu veux, dans l'esprit entre des guillemets des Blancs ou de certains, il y a quand même le fait que le faible est un sous-homme, quelque part, si tu veux. Alors, autrefois, on pensait la même chose des petits hommes jaunes, etc. Aujourd'hui, je pense que la Chine a prouvé que l'Asie était éminemment respectable, mais je suis désolé, l'Afrique est aussi respectable, même si son niveau de développement n'est pas le même. Il le sera forcément un jour. Et puis, si tu veux, la question, c'est pas ta puissance militaire, économique, etc., qui doit faire que tu es plus ou moins respectable qu'un autre. Ça doit être le fait que tu es une personne humaine, tout simplement. Mais ça, dans la tête des hommes, ça passe difficilement. Je ne sais pas si c'est... Il me semble pas que, si on creuse un peu ce type de réflexion-là, si c'est de nature colonialiste, je pense que c'est dans la nature des hommes. Si tu es faible et que tu n'as pas de moyens, tu es déprécié. Voilà. Mais justement, notre capacité d'indignation et notre sens de la justice doit nous pousser à rétablir la vérité des choses. Puis un pays a le droit d'exploiter ses ressources, enfin je suis désolé, et de chasser les pillards de son sol. Je pense qu'il y a une grille de lecture qui est J'espère intéressante. que ça va ressortir à un moment donné, et je vous remercie encore une fois de mener ce combat, mais ce combat, il est véritablement, c'est un combat politique avant tout. Alors justement, le dernier aspect qu'on pourrait traiter aujourd'hui, pour bien que nos auditeurs comprennent, c'est que on a l'impression que, comme ça, sur l'Ukraine, sur le Rwanda, sur la RDC, il y a des conflits comme ça qui sont, je dirais, éclatés à des endroits différents, etc. En réalité, c'est vraiment ce qui est intéressant dans tout ce que tu développes, c'est de voir le fil qui relie ces conflits, de voir que finalement, il y a une logique internationale qui est dictée non par des intérêts nationaux, on parlait des intérêts français, mais par, je dirais, une internationale démocrate, libérale, libertaire, on l'appelle comme on veut, mondialiste aussi, on aime bien, Tout à fait. Myrta, le terme de mondialiste, Absolument. et qui explique le positionnement et l'articulation des positions françaises, européennes sur un certain nombre de conflits dans le monde. Absolument. Tout ça a une logique, tout ça peut s'articuler. Bien sûr, mais j'ai consacré dans mon premier livre, L'Ukraine, un basculement du monde, un chapitre entier à la guerre culturelle. Et je pense que la question de la guerre culturelle, c'est-à-dire, pour le dire simplement, entre conservateurs et progressistes et leur vision du monde, et surtout leur vision de l'homme, elle est... il n'y a pas de possibilité, c'est le cœur de cette guerre, parce qu'il n'y a pas de possibilité de transaction et de se mettre d'accord. Parce que en géopolitique, tu peux te mettre d'accord. Je vais te laisser l'Europe, tu me laisses l'Asie, C'est rationnel. on fait ci, on fait ça. On discute, parce qu'on parle de territoire. C'est Donc, ça. on discute sur une vision du monde, ça c'est possible. Mais quand c'est une vision de l'homme,
Tu ne peux pas discuter. Est-ce que l'homme, c'est la famille ou c'est pas la famille? Pour certains, c'est la famille. Pour d'autres, c'est la sexualité libre et consentie. Tu crois que c'est de l'idéologie, une guerre idéologique en fait qui se traduit sur le terrain en Ukraine ou au Rwanda, etc. C'est exactement ça. Alors, c'est pas le Rwanda, ce sont les alibis et les victimes de ça. Mais chez les commanditaires, c'est ça. Et ça, il faudra qu'il y ait l'un des deux qui tombe. Et si tu veux, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'arrivée de Trump, c'est que, si tu veux, le conservatisme s'est assumé sous une forme politique et militante. Alors que nous, en France, nous assumons le conservatisme essentiellement comme un ensemble de pensées plutôt chrétiennes, je dirais, et pacifistes. Bourgeoise, Bourgeoise ou pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de conservateurs dans les classes populaires. Mais si tu veux, nous, on l'assume de façon pacifiste. Mais tu ne te bats pas avec des fleurs contre des types qui veulent t'imposer leurs normes, tu vois. Donc, et Trump est arrivé en se disant, je vais les flanquer par terre, chez lui et chez nous. D'où le sens de son document de stratégie de sécurité sur l'Europe, et d'où le discours de Munich de J.D. Vance. Ils ont l'idée de, chez nous, éradiquer le progressisme. Ben voilà. Mais à ce moment-là, effectivement, je dirais, Paul Kagame faisant partie de cette internationale un peu démocrate, mondialiste, européiste, aujourd'hui, finalement, il devrait être, je dirais, dans la ligne de mire aussi de Donald Trump, politique, évidemment. quelque part. C'est ce que j'avais pensé, moi, au départ. Alors, Trump a effectivement calé. Alors, est-ce qu'il a calé momentanément ou Oui, il faut dire aussi que son travail n'est pas... Enfin, la tâche est quand même immense. La tâche est immense, bien entendu. Il doit reprendre en 4 ans ce qui a été fait pendant 30 ans. C'était clair que dès le début, dès son arrivée, moi je me suis dit, l'une des tâches des démocrates, ça va être de faire durer les conflits et d'allumer les conflits dans le monde entier, parce que tant qu'il s'occupera des conflits, il ne pourra pas s'occuper des Américains. Voilà, je l'ai pensé dès le début. Et cette affaire du Rwanda, alors lui, il essaye de mettre des cautères sur des jambes de bois ici ou là, en disant, bon, je vais essayer de calmer les choses. Mais je veux dire, on voit qu'il est... Puis c'est vrai que l'Ukraine lui prend pas mal de temps. Beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Mais si tu vois, en fait, il ne faut pas non plus qu'on soit trop impatient, parce que tu vois, moi j'ai repris, j'aimais bien faire la comparaison entre Trump et De Gaulle. De Gaulle arrive en 58, 1er juin 58. Une semaine après, il est à Alger. Il dit je vous ai compris. Le lendemain, il est à Mostaganem, donc le 6 ou le 8 juin, quelque chose comme ça, où il dit vive l'Algérie française. Donc ça veut dire les gars, je vais vous couillonner, attendez un peu. C'est ça que ça veut dire, parce que tout le monde sait ce qu'il pense. Même s'il ne le crie pas sur les toits. Et en fait, le moment où il a vraiment circonvenu ses ennemis de l'intérieur et il se fait adouber par le peuple, c'est lorsqu'il fait le référendum de 61. C'est quoi? C'est janvier 61, je crois, début janvier. 6 janvier 61, me semble-t-il, où il dit aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour que les Algériens aient leur autodétermination. Donc là, l'affaire est pliée. Mais c'est 61. Donc 58, 59, 60, 61. Il s'est passé 2 ans et demi. Donc avant de rouler, le temps de rouler dans la farine ses ennemis de l'intérieur, il a mis 2 ans et demi. Les ennemis de l'intérieur de Trump, de son propre camp, les Lindsey Graham et autres... et autres types qui sont les nostalgiques de l'Amérique toute puissante, etc., ils ne sont pas moins puissants que les représentants de l'Algérie française de l'époque. Pas moins.
Oui. Donc Trump, il n'est même pas là depuis 1 an. Donc le temps de les malaxer, de les convaincre, etc. Et on voit que il commence à avoir des résultats aujourd'hui sur l'Ukraine avec Zelensky qui commence à bouger. On voit qu'on n'y est pas encore, hein, mais qu'on commence à s'acheminer vers des nouvelles élections, etc. Il va quand même assez vite, malgré tout. Oui. Donc, moi, j'ai bon espoir. Et puis, si tu veux, comment dire, comme dit Dieu à Caïn, le sang de la terre, le sang de ton frère crie de la terre contre toi. Le sang des millions de morts du Zaïre remonte de la terre vers le ciel. Pour créer justice. Ça va sortir. Ouais. Ça ne peut pas ne pas sortir. Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il perd un peu la face. Bon, comme c'est l'Afrique, on va dire, on va parler d'autre L'histoire chose. n'est pas finie. Mais c'est pas terminé, cette affaire. Et ça ne sortira que le jour où on va en prendre un certain nombre avec des poussettes sur place et aux États-Unis. Et à ce moment-là, moi, je pense que le jour où Trump se sentira un peu en position de force, il va s'en servir pour aller taper le bastion démocrate dans son propre pays. C'est évident, ça me paraît évident. François, merci. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer, d'aller regarder, lire l'article de François Martin sur le site internet d'Omerta. Dans quelques jours, la publication de l'épisode 3 de La France dans le chaos du monde. Je vous dis à très bientôt.